Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une autre édition palpitante du Web Journal de Radio-Québec, édition du 14 septembre 2025. On parle aujourd'hui de l'assassinat de Charlie Kirk. Euh, Ce que je préférerais faire aujourd'hui avec vous, au lieu de vous gaver avec mes propres conclusions, c'est de vous présenter un ensemble de possibilités, en fait, possibilités, trois, euh, trois, euh, ouais, trois analyses que les médias ne feront jamais, hein, ça il faut le rappeler, trois analyses sur les possibles causes qui en bénéficient, etc. Il y a donc, tu sais, évidemment, le camp Antifa trans financé par George Soros et tout ça, tu sais, les mondialistes, la gauche radicale qui finalement a réussi à faire tomber une des figures de la droite et ils s'en réjouissent et ils sautent de joie, ils font des vidéos pour rire, danser et s'exclamer. Finalement, le diable a été abattu. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a une possibilité de faux drapeau de la part des patriotes. Je m'en voudrais de ne pas considérer cette option-là, c'est-à-dire un petit peu sur la ligne de ce que j'avais développé l'été dernier avec l'assassinat de Donald Trump. Il faut regarder toutes les possibilités. On n'est pas les médias mainstream ici. Il y a aussi la possibilité qu'Israël ait fait le coup. Ça sonne, ça détonne un peu, mais il y a beaucoup de personnes sur Internet qui affirment en fait qu'Israël était probablement pas le pays, mais l'instance qui avait le plus à gagner dans la disparition et la récupération, dans la disparition de Charlie Kirk et sa récupération. Donc, on va aller là aujourd'hui. Je vais pas vous donner mes conclusions. De toute façon, c'est sujet à développement. On le sait, les tentatives d'assassinat aux États-Unis, c'est jamais... Les premières impressions sont toujours... faut toujours faire attention avec les premières impressions. Les suspects qui sont arrêtés sont rarement ceux qui ont tiré, qui ont réellement tiré. C'est des machinations dans des machinations dans des machinations. Étant donné que tu ne veux pas finir sur la chaise électrique, tu mets des couches et des couches et des couches pour cacher l'origine du crime. Et donc, c'est très, très, très difficile. Mais on va lancer la discussion. On va commencer la réflexion sur ce qui s'est passé l'autre jour. Il y a 2-3 jours, le 10 septembre, avec Charlie Kirk. Dites-moi si le son et l'image sont bonnes. Le son est bon, l'image est bonne. Et donc, voilà, donc, ce qu'il faut dire en premier lieu, on va commencer avec la violence de gauche, stratégie d'infiltration. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les institutions ont été cooptées. Ça va des juges. On sait avec les juges, là, aux États-Unis, il y a un gros problème avec les juges. Et partout dans le monde, il y a un problème avec les juges, les jugements il y a comme il semble y avoir un deux poids, deux mesures. L'infiltration de nos institutions, on en parle beaucoup et il y a, c'est Mike Flynn d'ailleurs qui le dit, nos institutions ont été corrompues. Il reprend son commentaire sur l'assassinat de Charlie Kirk. Il reprend les propos de JFK que j'ai fait jouer 2 million de fois sur l'infiltration des institutions, que ce ne sont pas not armies by days, but etc. Le discours à la Galerie de la Presse de 1961, je pense, où il parle justement de l'infiltration des institutions américaines par le mouvement révolutionnaire mondial. Et donc, Soros est une des têtes dominantes qui a justement été pointée du doigt par Trump récemment. Mais Flynn reprend ça et je vais vous montrer un peu ce qu'il a dit. Et il finit en disant que ça serait très grave si une puissance étrangère était derrière l'assassinat de Charlie Kirk. Et ça, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont interprété ça comme un avertissement à Israël, mais on va voir. Donc, il dit ici, vous voyez, donc, parce qu'on a passé, là, j'utilise Flynn, mais vous comprenez que j'ai dit ça des milliers de fois dans les web journaux, mais je veux juste... là, je vais faire parler Flynn à ma place. Les mondialistes ont tué Charlie Kirk.
Et ils ont des noms. On a des noms. Voir ci-dessous. Puis là, ils citent Soros, Obama, Clinton, Biden, Schwab, Macron, Starmer, Merz, etc. Soros et tout ça. Donc, il les cite de nom. Il dit « La mort de Charlie Kirk est le résultat d'années de déshumanisation mondialiste des conservateurs, en particulier des chrétiens. Ça fait des années qu'on le sait. En fait, ça fait des années qu'ils le font, ça fait des années qu'on le sait, qui diabolisent. C'est pas seulement Trump-Hitler, on va voir ça encore une fois, mais c'est tous ceux qui. Tout ce qui est de droite et généralement. En fait, la droite n'existe pas, c'est toujours de l'extrême droite. Et on est les gens normaux qui se posent des questions sur l'immigration, quelque chose, sont diabolisés. Et puis personne n'ose parler. Quand quelqu'un dit quelque chose, on lui fait perdre sa plateforme, il perd son travail. Vous comprenez un peu l'espèce de ce dont il parle, c'est-à-dire qu'on a été censuré, étiqueté, emprisonné. On s'est fait fermer, certains sont fait fermer leur compte bancaire, etc. Par cette élite-là. Il y a le contrôle des médias, le contrôle des campus. Fait que dans son tweet, il brosse le portrait de l'infiltration mondialiste dans nos institutions. Hein, il dit qu'il possède toujours le réseau médiatique, il possède la plupart des politiciens corrompus. Là, il contrôle notre système éducatif primaire, établissement d'enseignement supérieur, des influenceurs, etc., etc. Il dit aussi... donc, c'est ça. Il revient un peu sur l'infiltration des institutions américaines, comme un peu l'avait fait JFK avant lui. Il dit « S'il est établi qu'une puissance étrangère a assassiné Charlie Kirk ou en est à l'origine, le prix à payer sera exorbitant. Le FBI rapporte désormais que c'est une possibilité. » Là, il dit « Si c'est vrai, il y aura très certainement d'autres équipes d'intervention dans la région CONUS. CONUS, c'est Continental United States. » C'est-à-dire pas Hawaï, pas les îles, etc. C'est sur le territoire central américain, qui se concerteront sur d'autres cibles. Il dit les forces d'ordre locales sont en be on the lookout, donc sur le pied d'alerte. Ne vous faites pas d'illusions, il y a une guerre en Amérique, etc. Et donc, ça peut être un réel avertissement, mais ça peut être aussi une stratégie de l'attention. Je l'ai déjà expliqué. Les patriotes utilisaient beaucoup cette idée de stratégie de l'attention. J'en avais parlé lors des dernières élections dans ce web journal, le choix stratégique. C'est le web journal que j'ai fait, rappelez-vous, parce que j'avais pas de son dans une toilette parce que j'étais en déplacement. Et donc, Flynn pointe du doigt justement les réseaux Soros, trans, Antifa, etc., parce qu'il y a un réel problème avec la violence trans. Mais je veux revenir sur le fait que en fait, c'est probablement, selon moi, la moins probable option. Le fait que les réseaux Soros et tout ça, Antifa, etc., aient réellement tiré sur Charlie Kirk, puisque il y a deux possibilités, en fait. S'ils l'ont réellement fait, c'est qu'ils n'ont rien compris à la guerre de 5e génération, puisque tu ne veux absolument pas faire créer ce genre de martyrs. Parce que ça donne le haut du pavé moral, ça donne le haut du pavé moral aux républicains, aux forces de Trump, etc. Hein, et ça leur permet de remarquer que, par exemple, quand on compare la mort de George Floyd et de Charlie Kirk, dans la mort de George Floyd, qui était un criminel polytoxicomane, même proxénète, absolument pas un exemple de quoi que ce soit, 20 villes américaines sont parties en feu, des émeutes qui ont duré des semaines et des semaines, alors que pour la mort de Charlie Kirk, ce qu'on voit, c'est des vigiles et des prières. Et donc, c'est une très mauvaise optique pour le camp de la gauche radicale. Et c'est pas, le fait qu'ils s'en réjouissent aussi. On a vu ce garçon, genre juste après le coup de feu, se réjouir qu'il était tombé. Et ça paraît très, 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 très mal pour eux. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur Twitter, sur TikTok, en dansant, en chantant, etc. Et ces gens-là, finalement, ont perdu beaucoup d'entre eux ont perdu leur job. Et ça a fait quand même un gros buzz. Et là, ici, vous voyez comme BFM TV qui dit « Meurtre de Charlie Kirk, des Américains renvoyés de leur emploi après avoir critiqué l'influenceur pro-Trump sur les réseaux sociaux. » Hey, BFM TV, ils ne sont pas été renvoyés parce qu'ils avaient critiqué, tout le monde le sait, c'est la grosse nouvelle. Ils ont été renvoyés parce qu'ils se sont moqués de sa mort, pas parce qu'ils ont critiqué Charlie Kirk. Et là, vous voyez comment ils changent un peu
la nouvelle parce qu'ils ont critiqué. C'est pas parce qu'ils ont critiqué, c'est parce qu'ils ont dansé à sa mort. Et c'est ça qui était odieux. Et la question, c'est comment ça se fait que ces gens-là ont pu penser que c'était une bonne chose de danser et de chanter et de se réjouir et de faire des vidéos pour la mort de quelqu'un. Eh bien, moi, j'ai écouté Scott Adams. Je vous ai parlé de lui à plusieurs reprises, qui a été retweeté par Elon Musk, justement. Et il explique très bien. Scott Adams, c'est quelqu'un qu'il faut écouter de temps à autre, là. Je vous conseille de le suivre sur Twitter. Et il dit, ces gens-là vivent, les gens qui se sont moqués, qui se sont réjouis, etc., vivent dans une bulle. Pourquoi ils ont pensé, il explique pourquoi ils ont pensé que c'était une bonne chose de faire des vidéos pour se réjouir de ça. Eh bien, parce qu'ils pensaient que dans la population en général, c'était une chose acceptée que Charlie Kirk était le diable. Charlie Kirk était une émanation d'Hitler, que c'était un fasciste, que c'était parce qu'il y a eu des années et des années d'endoctrinement. Et donc, étant donné que c'est bien établi que Charlie Kirk était un fasciste, une émanation d'Hitler, et où est-ce que je l'ai, Luc La Liberté, qui disait qu'il tentait de réhabiliter, je l'ai à quelque part, j'espère que je ne l'ai pas perdu, j'ai oublié de le mettre, qui disait que... qu'il tentait de réhabiliter Hitler, etc. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'on a démonisé par la propagande, par les médias, etc., une personnalité en disant que c'était un fasciste, Hitler, eh bien, ça devient une bonne chose de le tuer. Vous comprenez? C'est toujours ça le résultat de la propagande de gauche. Quand on détruit, quand on déshumanise quelqu'un, après ça, on peut faire n'importe quoi. On peut le tirer. Quand on dit qu'il reste 5 ans pour sauver la planète, eh bien, on peut faire, sinon on va tous mourir, eh bien, on peut faire n'importe quoi. Si tu dis réellement qu'il reste, la propagande dit qu'il nous reste seulement 5 ans pour tourner ça, là, ça fait 50 ans qu'ils nous disent ça, là, il nous reste 5 ans pour, sinon la planète on va carboniser, là. Ben, tout est acceptable. Tu peux raser des villes. Tu peux littéralement raser des villes, tu peux comme genre sacrifier la moitié de l'humanité, parce que sinon, de toute façon, il n'y aura même plus d'êtres humains. Fait qu'à partir du moment où est-ce que tu es dans la propagande et l'hyperbole comme ça, tout devient justifiable. Et ça, c'est une caractéristique de la propagande de gauche, etc. Et donc, ils se sont fait renvoyer. Et là, il y a la même chose avec un animateur ici au Québec, Gosselin, Francis Gosselin, qui s'est moqué de l'assassinat de Charlie Kirk, qui a dit devinez qui ne fera plus de conférences, puis le Charlie Kirk, puis là, finalement, il a été suspendu, il s'est excusé, il a été suspendu, et il y a beaucoup de personnes qui ont dit arrêtez de vous en prendre à Gosselin, etc. Et tu sais, il a payé, on ne devrait pas être dans la culture de la cancellation, nous, dans la droite, ou etc. Ces gens-là n'ont juste pas compris. Il y a Martineau ici qui s'en insurge, là, Richard Martineau, il dit « Époque dégueulasse, petite erreur, et la tribu saute au-dessus de sa tête », comme l'a dit Rémi Villeneuve tantôt, la culture d'annulation est aussi présente au sein de... C'est pas une question de la culture d'annulation, c'est une question que si on n'est pas dur et sévère, la gauche nous refait toujours le coup. Hein? On connaît les règles avec Saul Alinsky, Rules for Radicals, d'accuser les autres dont on est de trucs dont on est coupable, etc. La gauche, les mondialistes ne nous font jamais de cadeaux, ne se sont pas encore excusés pour ce qu'ils ont fait durant la COVID. Il faut les faire payer. Il faut les faire payer. Il faut leur montrer, il faut leur mettre le nez dans le caca et leur montrer c'est quoi qu'ils font quand ils annulent des gens. Ben, tu te rappelles, là, quand ils vont le faire la prochaine fois, on va dire, quand il y en a qui vont se réjouir que quelqu'un se fait canceller, moi, par exemple, là, quand on m'a fermé mes comptes YouTube, Facebook, etc., en 2020, tout le monde applaudissait. Tout le monde applaudissait. Et là, le gars se fait suspendre, il va revenir, là, et là, tout d'un coup, il faut être... faut être patient, faut être gentil, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme le dit Milei, là, on ne donne pas un pouce à la gauche, un pouce aux mondialistes parce qu'ils vont te prendre le bras. Il faut répliquer du tac au tac. Il faut arrêter d'être gentil. J'ai souvent dit que Maxime Bernier, par exemple, là, était trop gentil. Il faut commencer à jouer cochon. Oui, parce que c'est ça. Ils ne font jamais de cadeaux. Ils trichent toujours. Ils rompent les règles, par exemple. Je donne encore un autre exemple. Lors du référendum de 95, le camp du oui pour la souveraineté du Québec a respecté les règles. Le fédéral a violé les règles. Ils vont toujours violer les règles. Puis à partir du moment où est-ce que tu es comme Angélique, tu vas toujours te faire fourrer
Fait qu'il faut commencer à jouer dur comme l'administration Trump joue dur. OK? C'est juste ça que j'ai à dire. Il faut arrêter d'être angélique aussi puis de penser. On est comme ça au Québec. Il ne faut pas trop de chicanes. Il faut être angélique, etc. Je vous montre Milei qui dit il ne faut pas donner un pouce à la gauche. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás, no, pero es que si pensás distinto te vas a... On ne leur donne pas un pouce, OK? On ne leur donne pas un pouce, puis la prochaine fois on les fait payer maintenant, puis la prochaine fois qu'ils tenteront quelque chose comme ça, bien, on va leur dire, regarde, tu sais, c'est qu'est-ce que tu disais avec Francis Gosselin, là, puis tout ça. Puis, donc, c'est ça. En tout cas, ça, c'était une petite parenthèse. Tout ça pour dire que c'est ça, des années de déshumanisation. On en a longtemps parlé dans les web-journaux. Démocratie, Trump est une menace à la démocratie. Rappelez-vous ce qu'on explique. Démocratie américaine est-elle en danger? J'ai des millions de unes comme ça, je vais passer juste. Trump, danger pour la démocratie. Trump, danger. C'est sûr que après avoir participé à cette opération-là, c'est même pas Francis Gosselin et ses propos qu'il faut taper. Il faut taper sur les médias en général qui sont responsables de ça. Ça fait des années qu'ils endoctrinent les gens en disant que Trump est littéralement Hitler. Al Gore compare l'administration Trump à l'Allemagne nazie. Trump, Hitler et la mort des démocraties. Trump se défend d'être un nazi après plusieurs polémiques. Et là, c'est sans compter les milliers de personnes, de Tim Walz à Kamala Harris, qui disent que Trump est un fasciste, c'est un nazi, etc. Il faut arrêter le fascisme en Amérique et tout. Les néo-nazis énergiques sentent que l'horreur est venue alors que Trump change tout. Ça a été un matraquage comme ça. Et là, il y a des gens qui vont dire il ne faut pas faire le lien nécessairement avec ce que... C'est vrai qu'il faut faire une distinction entre ce que les médias disent puis les gens qui passent à l'acte, parce qu'on a essayé de me faire le coup, moi, à Radio-Québec, en disant, regarde, tu sais, la Brigitte Noël, elle me dit, regarde, il y a des personnes qui disent, on va attaquer le Parlement, puis ils se revendiquent de Radio-Québec. La différence, et là j'ai répondu, bien, on ne peut pas me tenir responsable de ce que des centaines de milliers de personnes, les centaines de milliers de personnes écoutent Radio-Québec, on ne peut pas me tenir responsable de tous leurs gestes. Puis c'est vrai d'une certaine façon, sauf que moi, j'ai passé l'été et l'année 2020 à dire qu'il fallait être exemplaire, puis à ne pas... les gens qui voulaient bloquer les ponts, je disais non, j'ai apaisé les tensions, j'ai dit, c'est ça, j'ai répété sur toutes les tribunes qu'il fallait être exemplaire et que je voulais même pas vendre de la marchandise pour pas qu'on récupère de la marchandise en cassant une vitre avec un T-shirt Radio-Québec. Et donc, moi, on ne peut pas me tenir responsable parce que je tenais un propos complètement différent de ce qu'on essayait de me coller dessus. Ça, c'est une chose. Les médias, eux, tiennent un propos qui va exactement dans le sens de ce qui s'est passé lors de l'attentat. C'est-à-dire, ils disent c'est Hitler, c'est une menace à la démocratie, c'est du conditionnement. Ils ont conditionné les gens et ils devraient être tenus responsables au minimum de façon indirecte pour ce qui s'est passé. Au moins, ils devraient baisser le ton un peu. Il s'était passé la même chose, rappelez-vous, il s'était passé la même chose l'été dernier avec l'attentat sur Donald Trump. Tout le monde disait c'est la rhétorique médiatique. On ne peut pas les tenir responsables. Qu'est-ce qu'ils ont fait après durant le reste de la campagne et au début de Ils ont recommencé avec Trump-Hitler. C'est pas comme s'ils apprenaient, ces gens-là. Il faut être gentil, etc. Non, ils ne changeront jamais jusqu'à temps qu'on les force à changer. C'est-à-dire qu'on leur mette leur nez dans la merde et qu'on les tienne responsables de ce qu'ils font. C'est comme un enfant qui arrête pas de faire la même chose, puis tu dis, ben là, je t'avertis, regarde, tu l'as fait, etc. Puis il continue. Éventuellement, ça prend quelque chose qui va lui faire changer de direction. Faut que ça le... Vous comprenez, je veux pas donner de mots là, pour pas qu'on me cite, mais éventuellement, il faut que les médias changent de registre. OK? Et juste rapidement comme ça, on a tenu Trump-Hitler, Trump contrôlé par Poutine, ça a été pendant 5 ans, Trump contrôlé par le Mossad, Trump contrôlé par Big Pharma, ça a été populaire aussi pendant un certain temps, et puis Trump l'Antéchrist aussi. Je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi calomnié que Donald Trump. Mais on dirait que même Hitler l'a eu facile comparé à Donald Trump. C'est comme, je veux dire... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est en termes de niveau de propagande, là, en niveau
d'attaque médiatique ou de mobilisation de la population. On essaie de mobiliser durant la Deuxième Guerre mondiale contre le nazisme, etc. Et bien, tu regardes l'effort de guerre médiatique contre le nazisme, puis après ça, tu regardes l'effort de guerre médiatique contre Trump, puis il n'y a comme aucune mesure, il n'y a aucune commune mesure entre les deux. C'est mondial en plus. Donc, tout ça pour dire que, voilà, donc, violence trans, les trans sont surreprésentés. Ça aussi, il va falloir éventuellement que les médias en parlent. Surreprésentés dans les crimes, mass shooting, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Les tireurs sont souvent des trans. Il y a quelque chose comme 40% des fusillades deep dive since 2020, roughly 40% of successful and would-be school shooters were trans. Les tireurs, tu sais, les fusillades dans les écoles, etc., 40% sont des trans. Aussi, sur les crimes sexuels, ils sont surreprésentés dans les crimes sexuels. Probablement à cause des pilules qu'ils prennent, hein, les traitements qu'ils reçoivent, etc. Donc, il y a un problème avec la violence trans. Mais tout ça pour dire que les Trump contrôlés par Radio-Québec. Tout ça pour dire que, ben c'est ça, ils perdent la guerre ce que je disais avant d'ouvrir cette gigantesque parenthèse, c'est que je suis un peu excité aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, là. Ce que je voulais dire, c'est que dans une guerre de 5e génération, si des réseaux mondialistes, comme le dit Mike Flynn, là, les réseaux mondialistes pensaient que c'était une bonne chose de tirer Charlie Kirk, ben ça se retourne contre eux. Je ne pense pas qu'ils soient à ce point stupides. T'évites de faire en sorte que des gens deviennent des martyrs. C'est presque... et c'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils en ont fait un martyr. Et là, c'est même Frédéric Bérard. Je ne donnerai pas son surnom, là. J'ai pensé à des surnoms là, extrêmement moqueurs, mais je vais être gentil aujourd'hui. Frédéric Bérard, le commentateur d'extrême gauche, même lui le dit, il dit genre, c'est tellement mauvais pour la gauche ce qui s'est passé qu'il pense que c'est organisé par le camp Trump. Bérard. Tu sais, Elon Musk a écrit que la gauche est le parti du meurtre. Une idée, là, si la gang de Trump avait comploté pour assassiner Kirk, là, aujourd'hui, je serais même pas tant surpris. Tellement ça ferait leur ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, je te dis pas que c'est le cas. Je te dis seulement que c'est tellement pour eux une justification à tout ce qu'ils font et à tout ce qu'ils veulent faire. Ah, puis on en fait un martyr, là. Tu sais, c'est un symbole. C'est clair. Fake news. Ben, en tout cas, il a bien compris le fait que ça se retourne complètement contre eux. Parce que c'est ça, dans le cadre d'une guerre de 5e génération, tu évites de faire des martyrs, tu évites de perdre... je l'avais déjà dit, là, dans le cadre à l'ère de l'information, tout acte de violence renforce l'État. Si tu t'attaques à l'État, ben, tout acte, ça renforce l'État, ça fait juste augmenter l'appareil sécuritaire. Mais dans une guerre de 5e génération en général, la violence se retourne contre ton objectif principal. Et donc, la possibilité, il y a... Donc, je pense pas que ça vient des réseaux Soros et... c'est les réseaux mondialistes, comme ça a été nommé par Mike Flynn. Ça pourrait être un tireur individuel. Ça, c'est la théorie des médias, tu vois, sans réflexion, on prend l'événement comme il est là, et puis on réfléchit pas, on regarde pas les images, on se demande pas comment ça se fait qu'il y avait un drone qui volait au-dessus, tu vois. Moi, j'ai vu plusieurs, je vais vous montrer un clip du drone, là, les gens ont posé la question. Sonia Raté, comment ça fait qu'il n'y a pas de drone? Il n'y avait pas un drone? Ben oui, il y avait un drone. Fait que là, il y a même des images du tireur qui débarque du toit, etc. Ils avaient un drone. S'ils avaient un drone, pourquoi ils ne sont pas intervenus? Pourquoi ils ont laissé le gars sur le toit? S'il y avait un drone, comment ça se fait qu'il y a... Encore une fois, c'est des questions qui sont légitimes. Je vous montre, j'ai vu plusieurs... là, je vous montre une image. On voit le drone passer rapidement. C'est petit, là. Mais je l'ai vu sous plusieurs angles. Fait que c'est ça. Apparently, there's been a shooting. Je l'ai
je l'ai vu encore une fois, j'ai essayé de corroborer parce qu'on pourrait dire c'est collé dessus, c'est une image de synthèse, mais non, j'ai vérifié, il y a bien eu un drone. Donc, ils ont tout. De toute façon, on a les images du drone qui montrent le tireur comme qui débarque d'un toit, etc. Donc, il y avait un drone et là, on est en droit de se poser la question à savoir comment ça se fait qu'ils ne sont pas intervenus. Donc, ça, c'est la question du drone. Je rappelle que dans ce genre d'événement-là, le suspect numéro 1 est rarement celui qui a réellement commis le crime. Il y a toute la question aussi de ce Howard Zinn, je pense que c'est Howard son nom, Zinn, qui, dès que le coup a été tiré, les gens se sont baissés. Lui, il s'est dit « Ne me tirez pas dessus, ne me tirez pas dessus », puis il s'est arrangé pour se faire arrêter. Et ça a été lui le premier suspect. Il s'est présenté comme le premier suspect, évidemment pour détourner l'attention, probablement des toits ou quelque chose comme ça. Et le gars était là, le gars a une histoire avec, justement, a été interrogé parce qu'il était il a été témoin des événements du 11 septembre, des attentats du 11 septembre, et il a un passé controversé. Il a aussi été sur les lieux de l'attentat du marathon de Boston, et là maintenant, sur les lieux de la fusillade. Fait que, si tu regardes les coïncidences que ce gars-là soit partout, à tous les gros événements style false flag, ça devient extrêmement étroit. Et puis là, il est là, puis il dit « Ne me tirez pas », il attire l'attention. Donc, il y a plus que juste ce que... Comment ça se fait que ce gars-là n'est pas... ce gars-là est probablement interrogé, mais comment ça se fait que les médias ne parlent pas de ce gars-là? Encore une fois, ce genre d'événement-là, c'est toujours la chute des médias parce qu'ils ne sont pas capables de réfléchir, ils ne sont pas capables de regarder les images, de se poser des questions. C'est comme un Big Mac, c'est comme du fast-food intellectuel. Sauf que c'est sans le Big Mac, c'est-à-dire c'est juste la boîte de carton parce qu'il n'y a même pas de goût dans ce qu'ils disent, dans ce que les médias disent. C'est sans goût, c'est sans calories, sans vitamines intellectuelles. Il n'y a aucune réflexion sur les événements. On ne remonte pas les images. Par exemple, on pourrait regarder aussi la question de la balle qui a été tirée. Normalement, c'est une 30-06 comme celle qu'on voit au bout. C'est une des plus grosses balles qu'on peut tirer avec une carabine. Ça avait été supposément tiré avec une carabine allemande, un Mauser. Et il faut regarder comme, par exemple, vous avez une 22 au bout, vous avez un 9 mm, puis là, vous montez dans les calibres, et puis vous arrivez jusqu'à la 306, la 30-06, je veux dire. Puis moi, j'ai regardé des images d'impact, par exemple, sur des chevreuils, la 30-06, ça fait un trou gros comme une pomme là, à la sortie. Et donc, normalement, il y aurait eu de la viande de Charlie Kirk, si vous me passez l'expression, en arrière sur le truc. On n'a pas vu ça, on a juste vu comme un jet de sang sortir. Il y a aussi la question de l'homme sur le côté. Je vais passer ça rapidement. Là. On n'aura jamais de certitude avec ça, mais je vais vous montrer la vidéo. Il y a comme un homme sur le côté. On voit la sécurité qui fait des gestes autour il parle. C'est normal que la sécurité fasse des gestes en passant. Là, se touche l'oreille. C'est comme au baseball. Là. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres agents. Tout le monde se regarde, coordonne. Normalement, on est des oreillettes, puis on fait des signes, genre déplacez-vous à gauche, etc. C'est normal qu'il y ait des signes qui soient faits, mais il y a l'attitude suspecte de ce bonhomme-là ici, avec la chemise verte là, et les lunettes, qui se place exactement à un bon angle à côté de Charlie Kirk. Et quand le coup tire, quand la balle est tirée, il ne regarde pas. Il ne va pas vers Charlie Kirk. C'est supposé être de la sécurité. Là. Il ne va pas avec Charlie Kirk pour le protéger. Il recule droitement comme si... c'est une attitude bizarre. Je vous montre le clip. La question, c'est est-ce qu'il tient une arme sur son côté? Est-ce qu'il tient... Il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'il tient une arme de ce genre-là? Comme un cellulaire, c'est le forme de cellulaire qu'on déploie, qui peut tirer une balle. Là, tu sais exactement où est Charlie Kirk, l'angle où est-ce qu'il faut que tu sois, et puis là, tu te places, et puis pac! Ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi la balle a fait un dommage relativement petit. Mais je vous montre le clip. In this world full of strangers, it's all someone else. Donc, il tient quelque chose en dessous de son bras, pointé vers Charlie Kirk. You'll only slow me down until I send for you.
Donc ça, c'est une autre possibilité. C'est ça. Et donc, ça, c'est au niveau de l'attentat lui-même. Encore une fois, c'est ça. À ce niveau-là, au niveau 1, c'est qu'ils perdent la guerre de cinquième génération, ils en font un martyr, etc. Donc, l'autre possibilité, on va aller tout de suite parce qu'on est quand même à 32 minutes. L'autre possibilité, c'est une opération sous faux drapeau de la part des Patriotes, un peu comme lors de l'attentat contre Donald Trump. Je sais, c'est pas très populaire. Il faut être réaliste quand même. Mais on va montrer un certain nombre de trucs qui sont... parce que ça pourrait être déployé dans le cadre d'une stratégie de l'attention. Les enjeux sont tellement grands aux États-Unis que, comme le dit Frédéric Bérard, lui, ça ne le surprendrait même pas que ce soit organisé par le camp. Mais là, il ne veut pas aller là, mais parce qu'ils en tirent tellement de bénéfices. Donc, quand on pose la question « cui bono », est-ce que la gauche radicale en tire quelque chose? Non, ils perdent la face. Et ils perdent le conflit de cinquième génération et ça justifie pas mal des trucs que Trump veut faire. C'est ce que dit Frédéric Bérard. Qui est bénéficiaire, qui pourrait en être le bénéficiaire principal, les Patriotes ou Israël? On verra Israël tout à l'heure. Je crois que c'est très tenu sur Israël, c'est très circonstanciel, mais au niveau des Patriotes, il y a des gros clins d'œil très, très, très intéressants. Et là, déposez vos verres, allez à la toilette, on va juste regarder. Il faut pour que vous compreniez ça, il faut vraiment prendre son temps pour bien analyser ça. OK? Encore une fois, c'est circonstanciel. On n'aura jamais une preuve définitive. Ça nous ramène pas mal à des trucs que Q disait, comme avec la stratégie de l'assassinat à Butler l'été dernier. OK? Donc, allons-y. Là, il n'y en a aucun, encore une fois, je rappelle, c'est des événements circonstanciels, mais il n'y a aucun des événements, aucun des pièces à conviction que je vais vous montrer qui est déterminante et convaincante par elle-même. Par elle-même. Mais c'est quand tu les mets tout ensemble que tu dis, ouais, ça devient, comme dit Q, mathématiquement impossible. Et donc, dites-moi pas, genre, ah ouais, mais la veuve, ça aurait pu être un hasard. Ouais, l'autre aussi, ça aurait pu être un hasard. Mais après ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasards et ça fait comme, ça commence à faire beaucoup. OK, donc, la veuve de Charlie Kirk, Erika Kirk, a publié son dernier message sur Twitter. C'est le message ici, Psaume 46.1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, normalement, quand on est un peu familier avec tous les trucs de QAnon, tout le monde regarde ça et dit ouais, Psaume 46.1, on va tout de suite aller voir le post de Q 46.461 et ça nous donne qu'est-ce qui fait un bon film? Des bons acteurs. What makes a good movie? Great actors. Tout le monde sait, on a utilisé cette phrase-là à des millions de reprises. Ça vient de la théorie des fausses chicanes et tout ça, et que, you're watching a movie, etc., etc. Mais ça, c'est correct. Ça pourrait être un hasard, puis elle pensait réellement. Mais tu vas sur son Instagram, et là, encore une fois, la dernière vidéo sur son Instagram, c'est un message qui s'appelle The Way. OK? Qu'elle a publié, je pense, 4 ou 5 jours avant la mort de Kirk. Et là, tu regardes The Way et ça nous dit 10 days. Ça a été publié, encore une fois, je pense que c'est le 6 septembre, 10 days. Et là, elle nous donne la date 9/16/2025. 9/16/2025. Il n'y a aucune raison, encore une fois, il n'y a aucune raison de dire 10 days. Elle ne donne aucune explication. C'est juste écrit là comme un code, comme juste... Pourquoi 10 days, on ne le saura jamais, sauf si on va regarder les messages de Q. Et là, 10 days, ça nous donne le 16 septembre, puis ça nous dit « buckle up hein? ». Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Donc, vous avez ici, de la part de la veuve de Charlie Kirk, What makes a great movie, good actors, et buckle up. Ça a été aussi, cependant, central casting, c'est ça. Cependant, le buckle up, ça ne vient pas tout seul. Il y a Nayib Bukele, le président du Salvador, qui a aussi tweeté buckle up quelques jours, je pense que c'est le 7 ou le 8 septembre,
quelques jours avant l'assassinat de Charlie Kirk. Et Bukele, qui a souvent été, qui est dans le camp Trump, puis qui joue... il y a des trucs avec Q et Bukele, notamment, on n'ira pas là, mais il y a ouais, le fait que des prisons supplémentaires étaient ouvertes, notamment au Salvador, ça vient de Q. Et le truc qui joue aux échecs, c'est comme Julian Assange qui jouait aux échecs. Publier des posts d'échecs, c'est comme les dogscom un peu. Tu sais, les messages de chien qui veulent dire que quelqu'un est mort. Mais, et il a publié ça. Mais donc, Bukele dit, qui est le président du Salvador, où est-ce qu'il son post ici, il dit le 8 septembre, buckle up, buttercups. OK? Ça veut dire attachez vos ceintures. Et là, quand il a publié ça le 8, qui est exactement le même post que la femme de Charlie Kirk, quand il publie ça le 8, tout le monde saute sur son tweet en disant « Hey, c'est un message de Q, ça, buckle up ». C'est comme « Where we go one, we go all », un pour tous, tous pour un, ou « Le calme avant la tempête »,« The calm before the storm ». C'est ce genre de phrase-là qui a été utilisé beaucoup, beaucoup par Q et presque exclusivement par Q. Et là, il y a des personnes, tout le monde, en réponse à son tweet, on dit, comme ici Maglibert qui nous suit sur Twitter, il dit, regarde, donc Bukele qui écrit ça, et Maglibert qui dit « Cap sur le 10 septembre, attachez vos ceintures, mes choux. Demain, 10 septembre, semble une date Q à retenir. » Qu'est-ce qui se passe le 10 septembre? Ben c'est ça, c'est Charlie Kirk. Et il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé ça. Le Canal 17 aussi, You're on Clock Buddy, Buckle Up, Buttercups. On lui ramène, tu vois, c'est Bukele en haut qui dit Buckle Up Buttercup, et là, on présente en bas le message de Q où est-ce qu'il dit exactement ça, c'est mot pour mot, Buckle Up Buttercups, Buckle Up Buttercups. Et donc, ça semble être un message, ouais, comme ici, et là, c'est plein de messages de Q comme ça, où est-ce qu'on, plein de personnes qui lisent exactement la phrase de Bukele à un Q drops. Now Bukele is into Q. Maintenant, Bukele fait dans le QAnon. C'est une autre Q-proof. Buckle up, buttercups. Et c'est ça, c'était, donc c'est ça, c'est le 8 ou le 9. Et là, le 10, il se passe quelque chose. C'est l'assassinat de Charlie Kirk. Ouais, Buckle up, buttercup. Buckle up, buttercup, ça a été publié le 10 septembre par Q. OK? C'est le drop 2134, 2134. Donc, le 10 septembre 2018, c'est la date de l'assassinat de Charlie Kirk. Le 10 septembre, Q publie Buckle Up Buttercup. 2 jours avant, Bukele dit Buckle Up Buttercup. La femme de Charlie Kirk nous envoie un message qui nous ramène à Buckle Up. Et le message 4601, Great Actors, etc. Et il y a Trump aussi qui embarque là-dedans, qui dit, et juste son dernier message sur Truth Social avant la tentative de l'assassinat de Charlie Kirk, c'est « Here we go » quand tu fais quand tu fais « Here we go », tu tombes sur « Buckle up ». « Buckle up, here we go ». Et donc, encore une fois, c'est pas un seul élément n'est pas nécessairement convaincant, mais c'est le 10 septembre, c'est Q écrit Buckle Up, puis après ça, tu as Bukele qui dit juste avant Buckle Up Buttercup, puis la femme, puis etc., puis Trump, puis fait que ça devient. Et là, on se dit, ouais, mais on a tous vu la balle, etc. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai déjà expliqué. Je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé. Je veux juste ouvrir votre, qu'on puisse regarder toutes les options ensemble. Et il y a Joël qui m'a envoyé ça sur Twitter, la façon dont on peut facilement produire ce genre d'événement-là. Parce que, tu sais, on regarde le coup, puis moi, j'ai montré des images, puis le coup, c'est comme, ouais, tu sais, il a pas l'air de porter rien, comment, tu sais, on voit bien la balle qui rentre dans le cou, etc. Là, vous avez le cou du gars, là, il va se faire trancher le cou.
These are a very, very fine point. Donc, c'est juste pour vous montrer ça. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On installe un dispositif. Le gars, c'est pas un mannequin, le gars. Position. And I kind of like the white because it's going to go red very, very quickly. And I like that. I really do. I like this. Now, Mike, if you drop your head down, just relax. See, it's almost like I can finger the wound back in. It's almost like it's undetectable. 3, 2, 1. Creating this hit took an air pressurizer, a gnarly prosthetic, and a... Donc, c'est pas hors de portée. Il n'y a personne qui pouvait s'approcher de Charlie Kirk. La scène a été contrôlée. Il n'y a pas d'explosion de sang en arrière. Il n'y a pas de... C'est une 30-06. Normalement, ça aurait fait... Il y aurait eu du steak partout en arrière. Et puis, il y a le fait aussi que... il y a toutes sortes de choses. Les gens ont remarqué que la bague avait changé de doigt sur les vidéos. Je ne vais pas montrer toutes les vidéos. Ça serait sans fin. Là. Il y a des anomalies. Comme là, on voit clairement... La bague qui passe c'est quoi? C'est l'annulaire jusqu'au petit doigt qui change de... Il y a aussi une espèce de point noir qui change de direction. Je ne sais pas si je l'ai à quelque part ici. Ouais, je pense que je l'ai ici, point noir. Regardez le point noir. Vous voyez le point noir? Je ne sais pas si je peux... Le point noir juste en haut, il semble y avoir quelque chose dans sa chemise, le point noir. Regardez le point noir qui se dirige vers son cou. Comment ça fait qu'on a un point noir qui bouge comme ça? Ça voudrait dire que si c'était la balle, ça voudrait dire que la balle a glissé le long de son corps. Il faudrait dire que le tireur était juste en face de lui, en bas de l'estrade. Pour que la balle glisse comme ça le long du corps, mais on voit aussi le point noir qui se déforme. C'est pas... Il n'y a pas d'explosion en arrière, vous comprenez? Il n'y a pas d'explosion. Normalement, une balle qui passe là, comme ça, tu aurais... Ça fait un peu macabre là, de regarder ces images-là, mais avec les poses de Q, etc. Normalement, quand il y a un trou d'entrée ici, normalement, une 30-06, c'est les plus gros calibres que tu peux utiliser. C'est plus gros... Je pense que c'est plus gros que les armes dans les Kalachnikov, tu sais. C'est plus gros en tout cas que ce qu'il y a dans les AR-15, là, les munitions de l'OTAN. C'est pas du 5,56, là. C'est gigantesque. Et donc, ça fait des trous d'éléphant. Et puis là, il y a pas de... Normalement, il n'y aurait plus de coups, tu sais. En tout cas, c'est de la nourriture pour la réflexion. Il y avait un drone qui passait au-dessus. On aurait laissé, donc le drone, les gens, la surveillance, le détail de sécurité de Charlie Kirk aurait littéralement laissé le tireur sur le toit, tirer son coup. Le coup fait pas de... un dommage, je veux dire, c'est un dommage par en avant. On voit comme rien en arrière. Il n'y a pas de... En tout cas, ouais, mais c'est peut-être, et oui, en fait, c'est probablement ça qui s'est passé, mais pourquoi le faire? Si c'était un lone wolf, comme on dit, il y a comme toutes sortes de choses autour, comme le gars, Zinn, qui se présente, qui attire l'attention sur lui, etc. Donc, il y a comme plein d'éléments qui font en sorte que c'est pas... le drone aussi, qui font en sorte que c'est pas vraiment... la théorie officielle est dure à défendre de toute façon. Et que si c'était des réseaux plus articulés, bien, ils savent que faire quelque chose comme ça leur fait perdre une guerre de 5e génération. Et donc, selon moi, tu veux éviter éviter de faire des martyrs, donner à Trump ce qu'il veut, c'est-à-dire le haut du pavé moral. C'est pas lui Hitler, c'est les autres qui sont Hitler. Ça montre que la rhétorique de Hitler est complètement fausse. Ça fait presque 10 ans que tu dis que c'est Hitler, là, tu sais, puis là, après ça, tu montres que c'est toi qui l'attaques, et les gens de son camp, etc. Et donc, c'est laborieux comme chaîne de pensée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu fais en sorte que tu les fais rentrer comme dans les grandes histoires, JFK, Lincoln, Trump, Charlie Kirk. Ça me semble pas être... L'hypothèse
d'un assassinat par des réseaux sophistiqués me semble contre-productif et improbable. L'assassinat de la part d'un lone wolf, un tireur isolé, aussi me semble improbable, hein, parce que c'est une opération complexe. Il y avait un drone, puis il y a quelqu'un qui a attiré l'attention en bas. Donc, il y a le truc des patriotes, puis après ça, il y a Israël. Et donc, Israël, en fait, il n'y a pas rien qui nous mène à Israël. C'est juste que, et là, je vais montrer une série de vidéos qui montrent qu'Israël est en train de perdre, évidemment, la guerre de l'information aux États-Unis, le contrôle sur les États-Unis. Israël a perdu le contrôle du Congrès, vient de dire Donald Trump la semaine avant. Israël a perdu le contrôle de MAGA avec Tucker Carlson, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, Steve Bannon, Matt Gaetz, etc. Et là, Israël est en train de perdre le contrôle de la jeunesse chrétienne. Tu sais, on sait à quel point Israël a dépensé pour... à quel point Israël a dépensé des centaines de millions, si ce n'est pas des milliards de dollars pour coopter les chrétiens aux États-Unis en les faisant avec des voyages gratuits en Israël. On faisait venir les preachers, etc., des cadeaux et tout ça. Ils ont subventionné pour faire en sorte que la base religieuse américaine soit pro-sioniste, Et là, Charlie Kirk, qui se posait de plus en plus de questions, qui était de plus en plus sceptique face à Israël, surtout depuis le 7 octobre. Et est-ce que c'était possible, je veux dire, qu'Israël n'ait pas accepté de perdre la jeunesse chrétienne, parce que c'est ça qui est en train de se passer. On sait qu'aux États-Unis, il y a un backlash contre Israël, là. Et cette idée qu'Israël serait derrière ça a beaucoup de défenseurs sur X et sur d'autres plateformes. Israël était le principal bénéficiaire de ça. Donc, Israël qui perdait son influence. Vous voyez ici, Donald Trump, ça c'est la semaine dernière, Donald Trump affirme qu'Israël a perdu son contrôle total sur le Congrès américain. Et la nouvelle ici, c'est pas tant que Trump dit qu'Israël a perdu le contrôle total sur le Congrès, mais c'est qu'il vient d'annoncer de façon subtile, là, comme dans une pochette, là. Il vient d'annoncer de façon subtile qu'Israël contrôlait totalement le Congrès. Israël compte. Avant, tu disais ça, tu étais comme automatiquement antisémite. Ben voyons donc. Là, il a affirmé que que les États-Unis n'étaient pas en charge de leur politique étrangère, entre autres, contrôlaient le Congrès, etc. Ce qui va exactement dans le sens de ce dont j'ai parlé, de ce livre dont j'ai parlé à de multiples reprises, de Israel Lobby par Mearsheimer. Mearsheimer, je vous ai présenté des clips de Mearsheimer. C'est une sommité en relations internationales qui a critiqué notamment la guerre en Ukraine, qui a dit que ça avait été commencé à cause de l'OTAN, les États-Unis, etc., qui avait poussé la Russie dans ses derniers retranchements. Une des dernières personnes crédibles en relations internationales, en tout cas beaucoup plus crédible que la chère Raoul Dandurand. Et donc, finalement, c'est ça, Trump rejoint ce livre-là j'ai dit que ce livre-là avait été très influent aux États-Unis, surtout auprès des militaires en relations internationales. À West Point, il y a des gens qui lisent ça. West Point, c'est les cadets de l'armée américaine, là. Et donc, là, il confirme ça. Il y a eu un contrôle total sur le Congrès américain. C'est ça la nouvelle. C'est qu'il confirme qu'Israël avait le contrôle total sur le Congrès américain. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est que Israël a perdu son contrôle total sur le Congrès. Acknowledge Israel lost influence in the Congress. Trump choqué. Évidemment, il faut qu'il fasse semblant d'être choqué. Israël a perdu son contrôle sur le Congrès américain. Là, ils ne peuvent plus faire chanter. L'opération Epstein a été démantelée, right? Et donc, Trump choqué qu'Israël n'ait plus le contrôle du Congrès prévient que la guerre entre Israël et le Hamas nuit au soutien mondial. Mais comment peut-il être choqué qu'Israël ne contrôle plus le Congrès alors que c'est le fondement de sa politique de America First? On ramène les troupes. Alors, Israël, c'est Israel First, là, c'est Israël en premier, et puis là, on va utiliser les autres pays pour faire nos guerres. C'est un peu ça, la stratégie, là, parce qu'on est un petit pays de, je ne sais pas combien de millions, 10 millions de personnes, et on est entouré de, je ne sais pas trop combien de centaines de millions de pays arabes qui veulent nous faire la peau. Et donc, on ne peut pas se défendre tout seul. Ça nous prend des influences dans les autres pays pour venir nous défendre, pour nous bloquer les trucs à l'ONU, et puis...
Et ils ont beaucoup investi là-dedans. Ils ont investi notamment dans le contrôle du Congrès, hein, par le financement, mais aussi par des opérations comme Jeffrey Epstein, et aussi en finançant à coût de centaines de millions de dollars les évangélistes américains, les preachers, etc., la base, les chrétiens américains. Et là, ils sont en train de perdre ça avec, on va y arriver là, avec le retournement de Charlie Kirk. Et donc, c'est ça. Trump, ça c'est ici. Trump affirme que la guerre en cours à Gaza nuit à Israël devant l'opinion publique. Il dit, le président américain affirme qu'Israël avait autrefois un contrôle total sur le Congrès. Mais sa réputation a été particulièrement ternie. Mais en fait, ils n'ont plus de contrôle total, en particulier à cause des actions que Trump a fait, sa politique et ses actions. Donc, plus de contrôle sur le... Ben, je veux dire, il y a probablement encore du contrôle, il y a du financement, etc. C'est pas de ça qu'on parle là. Il y a beaucoup d'influence, mais il n'y a plus de contrôle total. Et après ça, il y a Trump et Candace Owens. Candace Owens qui est viscéralement opposé à Israël, on dirait, et sa guerre, etc. Même chose avec Steve Bannon, qui a dit genre qu'on devrait avoir un changement de régime. Mais c'est pas Israël, hein, c'est le régime Netanyahou qui a dit qu'on devrait avoir un changement de régime en Israël, pas nécessairement en Syrie ou ailleurs. Là. Après ça, il y a Matt Gaetz aussi qui a critiqué Israël, pas juste un peu. Tucker Carlson, rappelez-vous l'épisode avec Ted Cruz. Et là, j'avais dit, quand il a fait l'épisode avec Ted Cruz, que c'était tellement... Ça démontrait tellement l'absurdité d'une position Israel first, Israël en premier, et les contradictions d'être un sénateur américain et de défendre les intérêts d'Israël en premier, que ça avait dû être organisé pour faire de la pédagogie. Rappelez-vous mon propos à cette époque-là là-dessus. Donc, et là, c'est pas juste lui, c'est Marjorie Taylor Greene aussi. Donc, c'est les piliers, ce que les médias appellent les Trumpistes. C'est Marjorie Taylor Greene, Gates, etc., c'est les Trumpistes. Steve Bannon, Carlson, c'est les Trumpistes. Candace Owens, c'est peut-être moins une Trumpiste, mais c'est-à-dire le mouvement MAGA est en train de larguer littéralement au minimum le gouvernement de Netanyahou. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ami avec les Juifs en Israël, mais faites vos affaires. Nous autres, on n'est pas obligés de toujours aller à votre secours, régler vos problèmes, etc. Et là, c'était Charlie Kirk, justement, qui commençait de plus en plus à questionner les trucs. Charlie Kirk, qui, comme Radio-Québec, disait que le 7 octobre, la version officielle du gouvernement était absolument intenable et invraisemblable. I've been to Israel many times. The whole country is a fortress. When I first heard this story, I still had the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic... Il dit, je suis allé à Israël, je suis allé à la frontière avec Gaza, et il a vu la frontière, il dit, c'est impossible, il y a des armes, des personnes armées partout. Il y a des senseurs sur le sol, etc. Et il dit que la version officielle est absolument invraisemblable. Après ça, il continue, il dit, il a été très loin, il a été jusqu'à adopter une position style Alain Soral, en disant genre... que les financiers juifs, les milliardaires juifs, finançaient l'immigration de masse et le marxisme aux États-Unis, c'est-à-dire tentaient de faire dérailler le pays. Financiers juifs qui essayent de faire détruire le pays par l'immigration et le marxisme. J'ai lu les commentaires, moi, de gens qui disent « Ah, il était pour la mort de bébé, il était comme... » Je sais pas... Les gens sautent aux conclusions rapidement sans avoir écouté vraiment ce que Charlie Kirk disait. Et donc, je vous montre ça ici. Donc, c'est Charlie Kirk sur la ligne Alain Soral. And Jewish donors, they have a lot of explaining to do, a lot of decoupling to do, because Jewish donors have been the number one funding mechanism of radical, open border, neoliberal, quasi-Marxist policies, cultural institutions, and nonprofits. This is a beast created by secular Jews. And now it's coming for Jews. Une bête qui a été créée par les Juifs. Et là, il dit ce truc-là qui a été créé par des financiers, des milliardaires juifs, se retourne contre les Juifs du quotidien. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui fait sa prière, puis qui demande rien à personne, etc. Les Juifs ou les Juifs séculiers, les Juifs qui ne sont pas nécessairement religieux, qui sont comme...
ça se retourne contre eux. Et donc, c'est ça, il y a comme du discernement là-dedans quand même. Et après ça, il dit, mais il a donné la parole à RFK sur les vaccins. I mean, those companies, you know, we have a free market system in this country, and part of that is that there's consequences if you make a bad product. On y reviendra peut-être la semaine prochaine. Il a dit qu'Epstein était un agent du Mossad. Et donc, oui, il aimait bien Israël. Il a été à plusieurs reprises là-bas et il apprenait, je pense qu'il apprenait l'hébreu. Il était en train d'apprendre le hébreu et il observait le Shabbat. C'est-à-dire que lui, le samedi, c'était important. Là, genre, le samedi, c'est une journée de repos. Là. Donc, il était très, très, très... Il y a beaucoup de ces chrétiens-là. Il y a beaucoup d'une mouvance aux États-Unis de chrétiens qui sont comme... c'est des vrais judéo-chrétiens. Là. Alors, Kirk, c'était comme un judéo-chrétien. Il observait le sabbat le samedi, et puis, mais il était capable de critiquer le gouvernement Netanyahou. Il y avait comme une espèce d'impératif de vérité. Il était America First. Il y avait un impératif de vérité où il était capable de faire la part des choses, dire que le 7 octobre, c'était un mensonge intégral, que les Juifs sont, oui, que des financiers juifs, etc., qui noient les pays par l'immigration. On n'a même pas été là à Radio-Québec, nous autres. On a parlé de l'OTAN, etc., mais lui, il est allé directement à la source. Et puis, Epstein, le Mossad, etc., etc. Je vous montre Epstein, le Mossad. Realize that Epstein, with his little friend Ghislaine and Ghislaine's father, Robert Maxwell, who was obviously a spy of the Israeli intelligence agencies, that there was something else going on here. Epstein was not some sort of whiz-kid hedge fund manager. Epstein was playing a part. Epstein was a LARPer. Epstein was cast for... Donc, c'est ça. Epstein travaillait pour le Mossad, etc., etc. Et donc, quand Israël a dépensé des centaines de millions de dollars pour coopter les chrétiens, les chrétiens évangélistes aux États-Unis, puis tu as une des personnes les plus influentes, surtout chez les jeunes, qui commencent à poser des questions sur Israël, ben, tu sais, c'est ça. Ça devient extrêmement embarrassant pour Israël. Et donc, ici, on a un réel cui bono. À qui profiterait le crime? C'est à Israël. Surtout que, suite à la mort, si c'est la théorie que vous préférez, là, on ne prend pas position aujourd'hui à Radio-Québec. Si, suite à la mort de Charlie Kirk, en fait, suite à la mort de Charlie Kirk, ils ont annoncé que c'était finalement Ben Shapiro qui allait prendre le relais avec les conférences dans les universités, etc. Vous voyez, si Ben Shapiro promet de reprendre ce micro taché de sang là où Charlie Kirk l'a laissé, il dit qu'il organisera de nombreuses visites dans les campus, etc. C'était la force de Charlie Kirk, faire la visite des campus. Et là, c'est Ben Shapiro et Charlie Kirk qui était un chrétien presque fondamentaliste. It's all about Jesus. Et là, on a finalement une récupération de la part de Ben Shapiro, qui ne croit pas du tout à la divinité du Christ, qui disait que c'était comme simplement un révolutionnaire. Au micro de Joe Rogan, on s'en fout finalement de ce qu'il pense. Il peut bien penser que le Christ était juste quelqu'un qui s'est révolté contre les Romains. C'est juste c'est l'espèce de tour de passe-passe, comme Indiana Jones, là, quand il y a la statue, là, puis il doit comme mettre il doit enlever la statuette en or et puis mettre la poche de sable, là. C'est ça, on substitue Charlie Kirk qui parlait de Jésus, etc., puis de ses croyances chrétiennes, etc., puis on met quelqu'un qui est un petit peu comme à l'opposé du spectre en termes de Shapiro au micro de Joe Rogan. The Gospels, which were written, he was just a prophet for his trouble, just like a lot of other Jews. The Jew who tried to lead a revolt against the Romans and got killed for his trouble, just like a lot of other Jews at that time who were crucified for trying to lead revolts against the Roman and got killed for their. Donc c'est juste un Juif qui a essayé de mener une révolte contre les Romains. Et donc il y a au minimum il y a une récupération ici. Mais quand je dis aussi que Israël est en train de perdre la jeunesse aux États-Unis, donc on voit ici. Vous avez, Israël a perdu le contrôle du Congrès, Israël a perdu le contrôle de MAGA, Israël était sur le point de perdre le contrôle de la jeunesse chrétienne. Et là, paf, Charlie Kirk décède et on remplace par Ben Shapiro. Récupération de la part de Ben Shapiro. Et on va juste vous montrer un extrait ici de l'ancien chef de l'Anti-Defamation League, la Ligue anti-diffamation, qui est une organisation à 90% juive, qui disait que
s'appelle Jonathan Greenblatt, qui disait que l'antisémitisme américain est pire qu'à n'importe quelle époque depuis les années 30. Ça, c'était il y a presque une dizaine d'années, mais qui parlait justement de la jeunesse qui se détournait de plus en plus d'Israël et qui avait une rupture entre la jeunesse et Israël. Je vous fais entendre le propos de Jonathan Greenblatt. Donc, on a un gigantesque problème générationnel. Tous les sondages indépendants suggèrent que la génération présente, la génération Z, est en train de se prendre ses distances du lobby israélien. On a un problème de TikTok, on a un problème avec la génération Z, etc., etc. Et donc, tu as Charlie Kirk, lui, qui était très, très, très israélophile. Et là, tu le finances, tu l'invites en Israël, tu fais le truc habituel. Et là, après le 7 octobre, il commence à avoir des doutes et tout. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a peut-être un cui bono ici de la part d'Israël. Le problème, c'est que si Israël était derrière ça, c'est un acte hostile contre un des loyalistes du camp Trump et que c'est facilement démontrable. C'est-à-dire que tu ne peux pas être suffisamment imbécile pour penser que les services secrets américains ne vont pas savoir qu'Israël est derrière ça. Et donc, même s'ils avaient énormément à gagner pour éviter de perdre la génération de jeunes chrétiens qui vient avec Charlie Kirk, même s'ils avaient énormément... on pourrait croire qu'ils essayaient d'arrêter l'hémorragie d'appui à Israël. Israël hémorragiait des appuis aux États-Unis, que ce soit au Congrès, dans les institutions, dans les médias alternatifs, etc. Le mouvement MAGA et maintenant chez les jeunes. Tu dis, tu fais un job à Charlie Kirk pour arrêter l'hémorragie, tu le remplaces avec Ben Shapiro. Même si ça semble être une porteur comme réflexion, encore une fois, c'est que tu crées un acte visiblement hostile contre un loyaliste du camp Trump. Tu ne peux pas croire que la NSA, la CIA, le FBI, etc. ne s'en rendront pas compte. Et donc, si c'était effectivement le cas, je ne pense pas que ce soit le cas, mais si c'était effectivement le cas, il y aurait des rétaliations, une réplique massive de l'administration Trump, et c'est pas quelque chose qui arrêterait normalement en public. C'est pas quelque chose qu'on verrait. Ça serait un croc-en-jambe diplomatique majeur. C'est ce genre de truc comme ça. Voilà, donc j'ai juste pas expliqué. Il y a un truc que je n'avais pas expliqué, c'est-à-dire... Je suis parti tout croche aujourd'hui, là. Donc, ça ici, la raison pour laquelle la gauche, ça c'est ce que j'étais censé expliquer au début quand je parlais de la violence trans, etc. Parce que c'est le thème de cet assassinat avec Charlie Kirk. Tout le monde dit, à part ceux qui disent que c'est Israël, puis la gang de Q qui disent « Ah non, c'est un false flag, ça a été arrangé. » Le thème principal, c'est la violence des mouvements radicaux de gauche qui sont en train de perdre la guerre de 5e génération. Et on peut se demander, donc j'avais juste une réflexion, je voulais juste amener ça à votre réflexion. Pour quelle raison la gauche est-elle aussi radicale et violente? Parce que ce qu'on voit, c'est ça, c'est des gens qui ne sont pas capables de se contrôler, radicaux et violents, et qui ne sont pas capables de discuter. Parce que c'était ça, Charlie Kirk. Hein? Charlie Kirk, c'était quelqu'un qui était capable de discuter. Il disait, donc, we have to get back to being able to have a reasonable disagreement where violence is not an option. On doit trouver une façon d'être capable de ne pas s'entendre sans recourir à la violence. Et donc, mais le problème, c'est que souvent, on remarque que la gauche est incapable de ça et va simplement continuer à crier des noms nazis, etc., sans jamais être capable de développer un argument. N'avez-vous pas remarqué ça de la part de la gauche? C'est-à-dire que tu arrives à quelque chose de structuré, tac, 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 et puis eux crient des noms nazis, etc., fascistes, ils sont juste pas capables de réfléchir. Et donc, d'où est-ce que ça vient, ça, cette incapacité de réfléchir de la part de la gauche? Le fait qu'ils soient comme complètement hors contrôle aussi en termes de leur réaction face aux événements.
democracy. Ah! Genuinely so fucking scared. He gives a voice to the back on top. See what happens during my middle-aged mom era. Pourquoi ils font les vidéos? Est-ce qu'ils sont toujours en train de pleurer, et puis en train de crier, et puis en train de s'arracher, se couper les... se dégrader physiquement? Pourquoi ils se dégradent physiquement? Il y a de ça dans la gauche aussi. On se rend le plus laid possible. Et puis, donc, pour quelle raison la gauche est-elle aussi radicale et violente? Il y a des raisons... J'aurais dû l'expliquer en début de Web Journal, mais de toute façon, j'étais mal parti. Et donc, c'est parce que il y a des... comme des postulats dans la gauche qui déterminent leur façon de penser. C'est-à-dire qu'en premier, il est interdit de discriminer et de hiérarchiser dans la gauche. Et donc, ça affecte nécessairement la pensée. Si tu n'es pas capable de discriminer puis de hiérarchiser, ben ça a évidemment un impact sur ta cognition. Tu ne vois pas la différence entre deux choses. Quand tu ne vois pas, si tu ne peux pas discriminer, si tu n'as pas de discernement, tu n'es pas capable de discriminer au niveau de la faculté de discrimination, c'est-à-dire reconnaître les différences entre deux choses, puis aussi de hiérarchiser, c'est-à-dire de prioriser les arguments. Évidemment, ils ne veulent pas de hiérarchie. Il n'y a aucune idée qui est meilleure qu'une autre, ou tu ne peux pas rejeter, écarter une idée. Donc, imaginez l'impact de... Je ne parle pas juste d'une idée, c'est-à-dire qu'eux autres sont au niveau des personnes. Tu ne peux pas discriminer ou hiérarchiser au niveau des personnes, mais il y a un impact aussi au niveau des idées, c'est-à-dire que toutes les idées sont pareilles et puis finalement que ça ne sert à rien de parler, etc. Parce que tu peux pas, à partir du moment où est-ce que tu es là-dessus, tu n'es plus dans l'argumentation, tu n'es plus dans le débat, tu n'es plus dans... Ah oui, ça c'est un meilleur argument qu'un autre, ou tu dois parler de ça en premier avant d'avoir établi ça, ce que tu essaies de montrer, tu dois en premier montrer telle chose, ça coule de source. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'il est interdit de discriminer et de hiérarchiser dans la société, c'est dans la tête aussi que ça fonctionne et dans les arguments. Donc, ils sont conditionnés à ne pas voir les différences entre deux choses et donc, tu ne peux pas avoir un esprit analytique quand tu n'es pas capable de faire des syllogismes ou voir la différence entre deux choses. Ça implique une régression du langage et de la pensée. Hein? Donc, comme en 1984, c'est-à-dire... à partir du moment où est-ce que tu peux pas faire, est-ce que tu ne veux pas voir les différences, il n'y a pas de différence entre un arbuste et un gigantesque séquoia. Tu vois, c'est des végétaux. Tu sais, fait que tu as comme une espèce de régression de ta capacité de réfléchir, de langage, de voir les différences. Tu vois, il y a de moins en moins de nuances dans ta pensée, tu vois de moins en moins en teinte de gris, tu vois juste en teinte de noir et blanc, etc., parce que tu n'es pas capable de hiérarchiser ni de discriminer. Ça, c'est un des fondements de l'échec de la pensée de la gauche. Il y a aussi, je pourrais aller loin là-dessus, mais c'est ça, on est en fin de Web Journal. Je reviendrai peut-être avec quelque chose de plus détaillé. L'émotion prime sur la raison, vous l'avez vu, là. L'émotion prime sur la raison, et donc... Par exemple, ils disent que ce qui est important, c'est le ressenti. Je me sens comme un fucking Napoléon et donc je suis Napoléon. Et c'est ça qui est plus important que la réalité qu'on est en 2025 puis Napoléon, ça fait 200 ans qu'il est mort. Mon ressenti est prime sur le réel. Donc, tu sais, je me sens aujourd'hui, je me sens un peu comme malgré le fait que j'ai comme un schlang. Le réel colle pas. Ou bien quelqu'un dit un argument qui te déplaît, et le fait qu'il te déplaît, que l'argument te déplaît, fait en sorte que tu vas le rejeter, que ça va être faux. Il y a beaucoup de ça à Radio-Québec, des personnes qui écoutent, des fois, ils n'aiment pas ce que je dis sur quelque chose. Ils ne vont pas le rejeter sur la base de la véracité de ce que je dis, mais sur la base que ça ne leur plaît pas. Et donc, étant donné qu'ils ont un a priori de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ils vont rejeter ce que... Mais ce n'est pas nécessairement la gauche, c'est un problème chez beaucoup d'humains. Moi y compris. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, à partir du moment où est-ce que c'est l'émotion, c'est comment tu te sens qui prime sur la rationalité, l'émotion prime sur la raison, ben tu ne seras pas capable d'argumenter parce que dès que quelqu'un va te dire quelque chose que tu n'aimes pas, ça va être un nazi. Tu vas être comme... Puis tu vas dire nazi. Ton réflexe, ça va être parce que tu n'es pas capable de discriminer, de hiérarchiser, il n'y a pas de nuance, et donc il y a une seule catégorie pour toutes.
de tout ce que tu n'aimes pas, c'est nazi. Vous comprenez un peu le point 1 puis le point 2? Et donc, c'est ça. Ils vont rejeter ou vont être entièrement sur le logiciel de l'émotif plutôt que sur la raison. Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce que c'est mieux ça ou ça? Non, c'est comment je me sens. Okay? Donc, ce que ça implique, c'est une faible maîtrise de la pulsion, comme on retrouve dans Le meilleur des mondes, je vous l'ai expliqué, et ça, c'est voulu par les mondialistes. C'est la raison pour laquelle ils enseignent la masturbation à l'école, parce que c'est le contraire de la retenue. Dans la spiritualité, je l'explique il y a quelques webjournaux, dans la spiritualité, il y a la notion de retenue, où est-ce que tu te retiens. Par exemple, même le jeûne, c'est une notion de retenue, tu vois. Jeûne ou tu te retiens pour la sexualité, t'attends le mariage avant d'avoir des relations sexuelles aussi. Mais non, les mondialistes, c'est le contraire. C'est masturbe-toi le plus tôt possible. Dans Le meilleur des mondes, il commence à 3 ans, je pense, si je me rappelle bien, là. Il dit, au début du livre, il commence à 3 ans à leur enseigner de se satisfaire. Comme ça, dès que tu as une pulsion, là, c'est comme, tu te satisfais tout de suite. Tu vois une annonce à la télévision de quelque chose que tu veux, tu l'achètes tout de suite. Tu n'as pas de retenue à la pulsion. Donc, l'émotion prime sur la raison, c'est ça. Ça implique une faible maîtrise de la pulsion. Une faible maîtrise de la pulsion, c'est, en psychanalyse, on appelle ça une absence de surmoi. C'est la tyrannie du ça. C'est-à-dire que comme les animaux, tu es un être pulsionnel. Les animaux, là, ils sont pas sur le logiciel de « Oh, je devrais faire ça parce que rationnellement, c'est mieux. » là. Ils suivent leur instinct. C'est la pulsion intérieure. Imaginez si c'était comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est un facteur de décivilisation. La gauche, on parle de baphométisation et de décivilisation parce que la condition de la vie en société, c'est la maîtrise de la pulsion. C'est pas parce que tu as envie de frapper quelqu'un que tu vas frapper quelqu'un. C'est pas à cause que tu trouves que la fille à côté dans le métro a des belles fesses que tu vas la pencher puis t'exécuter. La retenue est essentielle pour la vie en société. Ça, normalement, ça vient par l'intervention du père entre la mère et l'enfant tôt dans le développement cognitif. Il y a une relation fusionnelle entre l'enfant et la mère, et le père intervient, et ça, c'est la question de l'Oedipe, là. Il intervient, et puis finalement, l'enfant doit obtenir ses besoins c'est comme ça qu'il développe le langage, la retenue, puis le travail à long terme. Je fais des super synthèses très, très, très rapides. Les gens en psychanalyse vont me dire « Non, Alexis... » Mais c'est un peu ça. Donc, le père intervient entre l'enfant et la mère. L'enfant tète le sein, puis il a tout ce qu'il veut. La mère s'occupe de lui. Il a juste à rester là, puis à être comme, tu sais... Il est aux anges, puis là, à un moment donné, il faut que le père intervienne, il faut que tu apprennes à marcher, il faut que c'est non, puis là, tu sais, comme... Puis le père met des règles, il y a comme cette espèce d'autorité, puis le père est généralement un peu moins patient que la mère aussi. La mère est comme toujours compréhensive, puis il y a beaucoup de ça dans les tribunaux présentement. Non, là, c'est une victime. Puis le père, c'est plus comme, il faut qu'il y ait des conséquences à ce que tu dis, parce que le père représente le réel, finalement. C'est-à-dire que le réel qui résiste. Dans la réalité, là, c'est pas toujours comme tu veux. Dans la réalité dit non, tu as des échecs, tu tombes, tu te casses la gueule. Et le père est là pour justement être, comment je pourrais dire, un facteur de réalisme. Il y a cette espèce de... Ouais, faire face au réel, c'est ce qu'on appelle le nom du père, là, en psychanalyse. Et donc, les gens qui ne sont pas capables, quand ils ont un revers dans la vie, qui s'effondrent en pleurant et qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cette... souvent, il y a comme une question de l'absence du père dans le milieu familial. Un père qui représente le principe de réalité, un père un peu plus autoritaire que la mère, qui représente le principe de réalité, qui dit non, et puis qui a des conséquences si tu désobéis, c'est comme ça qu'on appelle... Et là, étant donné qu'on a détruit ça dans la civilisation occidentale, on l'a détruit... Mais là, tu as des gens qui ne sont pas capables de maîtriser leurs pulsions, puis qui ne sont pas capables de faire face à des échecs dans la vie, qui veulent tout facile, etc., qui ne sont pas capables de travailler... qui ne sont pas capables de travailler sur le long terme, qui ne sont pas capables de travail sur le... Ils veulent tout immédiatement, qui sont habitués à obtenir leur truc immédiatement, comme lorsqu'ils étaient en fusion avec la mère, etc., etc. J'explique ça très mal, mais finalement, quand vous voyez ça ici, là, ces gens-là qui pleurent à tout et n'importe quoi dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, on ne voit pas ça. Tu ne voyais pas comme des chrétiens ou des personnes qui viennent de famille normale faire ça. Et donc, c'est ça, finalement, je vais conclure avec ça.
Pour quelle raison la gauche est-elle aussi radicale et violente? Parce qu'il est interdit de discriminer et de hiérarchiser, qui est essentiel pour comprendre le réel et avoir des nuances dans le langage, la pensée. Et tu dois être capable de prioriser les idées, hiérarchiser les trucs. Ils sont incapables de ça, ce qui amène à une régression du langage. Ils sont aussi déterminés par l'émotion qui prime sur la raison, ce qui amène une faible maîtrise de la pulsion, une sorte de décivilisation, puisque la maîtrise de la pulsion, c'est comme l'élément essentiel pour vivre en société. Et tout ça est causé en grande partie par l'absence du père, qui a été, qui vient de la critique du marxisme culturel. Et là, si je faisais du Charlie Kirk, je dis que dans le marxisme culturel, il y avait beaucoup de juifs là-dedans qui critiquaient, qui disaient que le noyau de la famille, c'était le fascisme, etc. Puis je pense que BHL est encore là-dessus. Le fascisme dans et donc, pour détruire le fascisme, pour réellement éradiquer le fascisme, nous dit la gauche, il faut éradiquer la structure familiale avec le père. Et donc, il y a ce qu'on appelle un parricide, le meurtre du père dans la civilisation occidentale, qui fait en sorte qu'on n'a pas cette espèce d'Oedipe où est-ce que la raison prime sur l'émotion et on est capable de travailler sur le long terme, on est capable de hiérarchiser, discriminer, puis on est capable de faire face au réel. OK, donc voilà, je vais laisser ça là. J'aurais aimé être plus en forme pour vous expliquer tout ça, mais tout ça pour dire voilà, il y a 3 possibilités. Violence de la gauche. Si c'est un lone wolf, c'est difficilement les drones et le tir de carabine, comment ça s'appelle, le Howard Zinn qui était sur place, qui attire l'attention, ça n'apparaît pas comme une théorie du lone wolf. Si c'est un événement de l'État profond sophistiqué, ils ont très mal calculé leur truc parce que évidemment ils font un martyr et ils perdent la guerre de 5e génération. Comme le dit Frédéric Bérard, il y a la possibilité d'un attentat faux drapeau sous patriote puisque cui bono, c'est les patriotes qui gagnent le plus là-dedans. C'est le camp Trump, ils sont comme aux anges. Mais ça impliquerait que Kirk n'est pas réellement mort. Et là, on n'ira pas jusque-là aujourd'hui. Et puis, il y a aussi la question d'Israël qui avait tout à gagner, étant donné que ses appuis, l'hémorragie des appuis aux États-Unis, là, il ne voulait certainement pas perdre la relève, la génération, alors que Kirk commençait à se poser des questions. Et là, donc, tu veux le remplacer par Ben Shapiro. Et donc, cui bono, c'est soit les patriotes, selon moi, soit Israël. C'est certainement pas la gauche radicale. Mais Israël, encore une fois, est-ce qu'Israël est capable de faire un coup comme ça sans s'en rendre compte l'administration Trump, etc., puis qu'il n'y ait pas de conséquences extrêmes? Voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je suis mal parti. Je suis arrivé 5 minutes en retard, puis j'étais extrêmement nerveux. J'ai tellement pris de merde pour la tentative d'assassinat l'été dernier. Là. OK. Alors, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On remercie ceux qui nous soutiennent à Radio-Québec parce que ces analyses ne sont pas possibles sans les personnes qui nous soutiennent et on fait un appel aux dons aujourd'hui, comme on le fait à chaque fois. Je suis toujours fatigué à la fin, je ne devrais jamais faire ça, mais vous savez à quel point c'est important et que les médias alternatifs qui ne sont pas appuyés par leurs auditeurs ferment boutique rapidement. Nous, on continue, il y a des hauts et des bas à Radio-Québec et donc on sollicite votre appui pour continuer à avoir cette liberté de penser, faire des analyses qui, on l'espère, sont intéressantes. Vous semblez nous dire que c'est intéressant. On reçoit beaucoup de courriers, de courriels et de lettres de votre part avec des témoignages d'appréciation profonde. Ça nous touche. On les lit, on les garde. On a comme une boîte en carton où est-ce qu'on garde les lettres, etc. Et donc, merci pour tous vos commentaires et continuez à nous appuyer. C'est une petite PME qui fait le travail que les médias ne font pas. Est-ce que, juste indépendamment du fait que j'étais comme un peu comme... Je mâchais mes mots aujourd'hui, regardez juste le niveau d'analyse que vous avez dans un web journal de Radio-Québec, puis essayez de coller ça à n'importe quel hostie de clown dans les médias qui essaie de vous parler de la tentative de l'assassinat de Charlie Kirk. Il n'y a aucune calorie, je veux dire, aucune vitamine pour le cerveau. Ils prennent les événements sans même réfléchir. C'est comme je dis, c'est comme une boîte de carton, tu sais, Big Mac, boîte de carton. Big Mac box, Big Mac box.
C'est ça les médias. Il n'y a même pas de goût, c'est vide. C'est du fast-food sans goût. Et donc, voilà, j'espère qu'on n'a pas oublié quelque chose. Si vous avez d'autres théories, d'autres... moi, j'ai pris les principales, c'est-à-dire, moi, j'ai vu beaucoup de posts de gens qui pointaient du doigt Israël. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient, regarde, Q, c'est pas possible. La veuve a littéralement annoncé ça. Nayib Bukele a littéralement annoncé le truc. Trump aussi, etc. C'est que les coïncidences sont absolument impossibles. Après ça, il y a tous ceux qui disent, comme Mike Flynn un peu, Mike Flynn qui pointe du doigt la gauche radicale, mais bon, tu sais, c'est ça que tu vas faire si tu es toi-même, tu sais, si tu as organisé la tentative toi-même, si les patriotes, s'il est encore vivant, tu veux pointer du doigt quelqu'un d'autre, donc tu pointes les mouvements Soros pour pouvoir avoir les coups des franges pour faire ce que tu veux, puis finalement, mais si on y pense comme il faut, la théorie, les deux branches de la théorie officielle, je me répète un peu, là, mais c'est parce que j'ai l'impression, quand je suis fatigué, j'ai l'impression de ne pas avoir été clair. Puis quand je n'ai pas l'impression d'avoir été clair, j'aime ça répéter. Donc, la théorie du loup solitaire, du tireur solitaire, ne tient pas la route parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements, y compris le drone, etc. C'est impossible que la sécurité ait manqué ça. Et la théorie que ce soit les mondialistes qui aient fait ça aussi, si on a des ennemis comme ça, si les mondialistes, les réseaux comme mondialistes ont réellement voulu descendre Charlie Kirk, on voit qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner exactement? Qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner? Outre le fait qu'ils en ont fait une icône mondiale. Et là, il y a des millions et des millions de personnes qui ne connaissaient pas Charlie Kirk, qui le connaissent maintenant. Il est devenu Radio-Québec, ça serait comme pas. Ça serait fantastique si on se faisait tirer nous autres aussi. Là, c'est presque souhaitable. Tu regardes l'ampleur, on pourrait imaginer. Les Africains, il y en a qui nous écoutent en Afrique, là, mais tout le monde en Asie. J'ai vu des trucs, des Coréens qui avaient des pancartes, il y avait des manifestations en Corée, Charlie Kirk, etc. Ça serait super le fun. Je suis décédé, puis il y a comme des manifestations au Japon et en Corée. Radio-Québec, Alexis. Ben non. Voilà. Et donc, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'on se demande qu'est-ce qu'ils ont à y gagner de faire un martyr comme ça. Et donc, si on a des ennemis comme ça, eh bien, on n'a pas besoin d'amis. On renverse ça. Là. Si on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Si on a des ennemis comme ça, on n'a pas besoin d'amis. Ils font tout pour nous. Ils font le travail. Les mondialistes font le travail pour nous. Voilà. OK. Il y avait autre chose. Je voulais juste dire aussi, en terminant, que, évidemment, je ne suis... Tout le monde, là, maintenant, est comme un peu « je suis Charlie », là. Appelez-vous, là, c'est Charlie Hebdo, mais là, c'est Charlie Kirk. Tout le monde est un petit peu sur la ligne « je suis Charlie », mais moi, évidemment, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Charlie Kirk disait. Il disait des trucs, il y a des trucs, par exemple, il essayait d'être cohérent, puis il était comme totalement anti-avortement, et donc il disait, dans une assemblée, on lui a posé la question, si ta fille de 10 ans tombait enceinte, est-ce que tu la ferais avorter? Puis il a dit non. Parce que la vie est sacrée, etc. Ta petite fille de 10 ans, là, c'est comme... Et donc, moi, il allait beaucoup. Il faut dire aussi qu'il avait 31 ans, puis genre, je me rappelle quand j'avais 31 ans, j'étais un nasty de moron, là. Je veux dire, il est moins pire que moi, là, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que la jeunesse, des fois, dans la jeunesse, on commet des erreurs d'analyse. On est plus sage à 40 à 50 ans. Puis, mais c'est ça, je ne suis pas d'accord avec plusieurs des choses qu'il affirmait, mais ça ne m'empêche pas de célébrer sa force de caractère. Ce qui est l'hommage à Charlie Kirk, c'est pas pour ses positions conservatrices ou etc., etc. C'est pas ça. Le bonhomme c'était plus qu'une étoile montante, c'est-à-dire qu'à 18 ans, il a parti cette organisation Turning Point USA, où est-ce qu'il ralliait... personne n'a fait autant que lui pour rallier la jeunesse au christianisme et aux valeurs conservatrices. Personne. Il faisait le tour des universités, le tour des campus. Les campus sont très, très, très à gauche aux États-Unis, on le sait, hein, c'est LGBT puis tout, là. Lui, il allait dans l'antre du diable, on pourrait dire, là, débattre ouvertement avec le droit de parole, c'est tellement louangeable. Je veux dire, juste le courage de ça. Même moi, honnêtement, je ne sais pas si je le ferais. Là. En fait, c'est non.
aller dans une université. Peut-être une fois, mais lui, il faisait ça à répétition. Il allait, et donc, c'est la force de conviction de ce bonhomme. De toute façon, moi, j'aime pas ça, être sur une estrade point, là. Mais imaginez, puis là, tu as une assemblée de personnes hostiles avec des personnes qui vont au micro puis t'argumentent à journée longue, là. Pendant comme plusieurs heures, puis tu défends tes convictions. Puis ce qu'on célèbre, ce qui est magnifique dans Charlie Kirk, c'est le courage de ce bonhomme-là qui, en 12 ans, en 13 ans, Turning Point USA est devenu majeur, puis il a changé les choses avec son courage et sa détermination, sa force. Et c'est ça que les êtres humains respectent. Les êtres humains respectent le courage, la force de caractère, la détermination, etc. Puis quand on voit quelqu'un qui est bien intentionné, qui a du courage, de la force de caractère, de la détermination, on a un respect naturel. Puis c'est ça qu'on voit aussi avec Trump. On voit quelqu'un qui a du courage, de la détermination, une force de caractère, puis ça attire, c'est comme un aimant, ça attire les gens. Et c'est pour ça qu'on essaie de détruire ces personnes-là en disant que ce sont des nazis, en disant qu'ils sont contrôlés par Big Pharma, en disant que ce sont des agents du Mossad, etc. Parce que les mondialistes ne sont pas capables de compétitionner au niveau de la force de caractère. En face, là, il n'y a personne qui a ce genre de force de caractère-là chez les mondialistes. Dans notre camp, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord avec lui, etc. Mais dans notre camp, il y a des gens qui ont une force de caractère exemplaire, qui vivent selon des principes moraux stricts et qui s'en tiennent à ça. En face, il y a dans le camp d'en face, là, dans les camps des trans, antifa, whatever, est-ce qu'ils vivent selon des principes moraux stricts? Et puis, non, c'est un petit peu n'importe quoi parce que ça vient avec le fait de, comme ce que j'ai expliqué sur les écueils de la pensée de la gauche. Et donc, c'est ça qu'ils détestent et c'est ça que nous, on aime. Et c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est à sa force de caractère et qu'on rend hommage. Ce gars-là avait juste 31 ans et accompli l'impossible. Voilà. OK? Et je vais juste terminer là-dessus. J'espère que dans les personnes qui écoutent Radio-Québec, il y a sûrement des jeunes, etc., que ça va être un exemple, que ce gars-là soit un exemple et j'en appelle à la jeunesse, les jeunes qui sont surtout sur Instagram, sur TikTok, etc. Prenez le micro, commencez à parler, ayez pas peur. On dit, tout le monde dit, la jeunesse est très, très, très conservatrice. Même au Canada, les jeunes garçons, c'est presque un jeune garçon sur deux qui est très, très, très conservateur. Et donc, j'espère que Charlie Kirk sera une inspiration pour vous. J'espère que que si on a toujours peur, j'espère que sa force de caractère sera contagieuse. C'est juste ce que je veux dire. OK? Voilà. J'espère que sa mort, si c'est réellement le cas, n'aura pas été en vain et que, comme Ben Shapiro, vous prendrez le micro et pour changer les choses. Parce que si vous, les jeunes, vous ne changez pas les choses, vous ne prenez pas le micro, vous ne commencez pas à parler, on est dans la merde. OK? Voilà. Un appel à la jeunesse. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci encore une fois à ceux qui appuient Radio-Québec. Vous connaissez les façons habituelles de nous aider. On donne les références habituelles là, par la poste, par Interact, etc. Voilà. Merci. Exprimez-vous, exactement. Voilà. OK, un dernier truc avant. La semaine prochaine, je ne pourrai pas être ici dimanche et donc je ne serai pas à Montréal pendant quelques jours et donc le Web Journal va devoir être enregistré. Je vais l'enregistrer probablement en début de semaine et donc ça se peut que c'est ça. Ça sera pas un Web Journal sur l'actualité. Je ne sais pas encore sur quoi je vais le faire. J'étais censé aujourd'hui faire un Web Journal sur RFK, puis ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé des choses incroyables devant le Congrès. Au niveau des vaccins, etc. Là, ça allait être mon 3e Web Journal sur RFK, mais là, il s'est passé ce truc. Donc, soit sur ça, ou soit sur, encore une fois, la vision finale, le endgame du plan mondialiste. C'est un ou l'autre. Dites-moi si vous voulez comme un truc géopolitique, endgame, technocratie militaire, pourquoi l'immigration, pourquoi tout le plan mondialiste, etc. Ou bien comme si je continue sur RFK. Donnez-moi ça dans les commentaires, donnez-moi vos suggestions dans les commentaires de cette vidéo. J'en prendrai compte. OK? Voilà.
Allez, on a dépassé l'heure et demie. C'est généralement pas une bonne pratique. Je suis fatigué aujourd'hui, je cherche mes mots. Allez, ciao. À dimanche prochain pour une émission enregistrée. Ciao. RFK. Endgame, RFK.